kasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Allez, bienvenue à cette tranche des 30 minutes que nous allons avoir avec vous. Votre lecture nous intéresse tant que nous voudrions vous poser des questions sur l'actualité. Et l'actualité, vous le savez, c'est l'accord cadre qui a été signé le 24 février dernier. Encore un 24 pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, cet accord fait couler encre et salive. Le gouvernement affirme haut et fort que cet accord, c'est le meilleur accord que le pays ait signé, tandis qu'une certaine opinion, particulièrement dans les milieux des intellectuels et de l'opposition, on crie au bradage de la souveraineté du pays. Alors, Pierre Mbemba, quelle est sa lecture des faits? Eh bien, merci beaucoup. Ma lecture est que quand on lit le texte, parce que je l'ai lu, tu vois, j'ai souligné, je lis en détail, rélu. D'abord, quand on lit le texte, on voit qu'il est un peu décousu. C'est-à-dire que les idées ne sont pas rendues d'une façon claire, c'est flou, parfois il y a des petites contradictions. Je crois qu'on va les relever au fur et à mesure. C'est un accord cadre, on énonce seulement les principes. Oui, d'accord, c'est pour ça. Bon, comme c'est un accord cadre, on ne veut pas être incisif, hein, mais on peut quand même se poser certaines questions. Parce que quand on dit une globaux, j'ai eu l'impression, si pas la conviction, que celui qui bénéficie de tous les avantages dans ce texte, c'est bien le Rwanda. Parce que nulle part le Rwanda n'est condamné, nulle part on exige le Rwanda de pouvoir faire la même chose que la République démocratique du Congo, notre pays, c'est-à-dire de démocratiser, c'est-à-dire de réformer les institutions. Il n'y a qu'à nous qu'on demande, on va même plus loin, on nous accuse que nous entretenons des forces négatives, alors que toutes ces forces négatives viennent de ce côté-là, du Rwanda et de l'Ouganda. Alors moi j'ai trouvé ça un peu suspect, hein, et c'est ce qui nous amène, nous, à dire que ce texte est très dangereux pour la République. Hein, mais nous ne voulons pas mettre les charrues avant les bœufs. Hein, on verra, parce qu'on dit qu'il y a des détails qui seront donnés. Quand nous aurons les détails, nous allons être un peu plus critiques en la matière. Mais que le gouvernement dise que bon, c'est le meilleur accord, moi je n'y crois pas. Parce que c'est le 15e, mais il porte déjà en lui-même ce texte, les germes même de sa destruction dans les jours ou les mois à venir. Parce qu'à propos de la force qu'on va envoyer, je suis étonné que cette force, d'abord, d'après ce que j'ai suivi hier sur une des chaînes internationales, hein, leur correspondant à New York, qui disait que bon, cette force sera composée des éléments qui viendront de deux pays, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Alors que nous sommes un pays à tendance francophone, aucune force francophone ne s'y trouve. Et ce qui est encore beaucoup plus grave pour moi en tant que patriote congolais, c'est que notre armée n'est pas concernée. Alors, pour paraphraser un peu ce qu'a dit, si tu permets, après on reviendra en détail, le vice-premier ministre qui s'adressait aux étudiants, le vice-premier ministre Mukoko Samba, hein, voilà ce qu'il dit, je vais les paraphraser. Il dit, je le cite, « Il n'existe pas un seul pays au monde où la construction de la nation est laissée aux étrangers. » C'est qui est normal. C'est qui est normal, oui. Alors, si il n'a fait que réaffirmer un principe connu de tous. Connu de tous. Alors moi, je le paraphrase en disant, il n'existe aucun pays au monde où un pays doit être libéré par d'autres forces sans qu'il y ait la participation de sa force nationale. Dans cette force-là, il faut que l'armée nationale congolaise, donc les FARDC, doivent être le fer de lance, parce que nous n'avons pas demandé qu'on vienne nous libérer, nous demandons qu'on vienne nous accompagner pour que nous puissions bouter dehors ceux qui nous créent tous ces problèmes qui ont fait l'objet de cet accord. Mais la force va s'intégrer dans la MONUSCO.
même si elle... Non, c'est parce que c'est ça, il y a une brigade spéciale. Oui, mais il y a une ambiguïté. Hein? On parle de brigade spéciale avec son propre commandement, et puis on dit non, ça va être... Non, c'est très compliqué. Nous devons bien suivre ça parce que nous, le Congo, nous avons tendance à la facilité. Ok? J'entends des gens dire oui, mais ça ne va régler aucun problème. Parce que, comme je l'ai dit sur l'autre chaîne, nous devons savoir que ce problème qu'on appelle de l'Est, moi j'appelle le problème du Congo, parce qu'il n'y a pas que l'Est, ça c'est l'épiphénomène, hein? Mais le problème c'est que il y a de mécontentement dans le pays. Il y a des déceptions, même dans notre classe politique, si classe politique il y a. Le peuple a tellement souffert et continue à souffrir. Il ne voit rien venir. Donc on ne va pas nous dire que par une baguette magique, on va régler ce problème pour que nous ayons une paix durable. Mais aujourd'hui, la notion de paix durable est devenue aléatoire. Il faut voir seulement les événements à travers le monde. Et puis, ce qui m'inquiète encore davantage, c'est que peut-être les États-Unis vont, comme d'habitude, utiliser la planche à billets pour nous inonder des billets de dollars ici, mais tout ce qu'on appelle des pays qui constituent le Conseil de sécurité, mais beaucoup de ces pays sont en faillite. Ils vont trouver l'argent où pour soutenir cette action dont on n'a pas terminé la durée, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, je crois qu'on ne doit pas être si naïf pour dire que non, c'est la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution. On a connu d'autres avant qu'on disait aussi que c'était les meilleures solutions qui n'ont apporté que des problèmes au Congo et les compliquants. Non seulement les compliquants. Mais ici, dans cet accord, on peut lire, malgré tous ces défis, la crise récente, excusez-moi, offre la possibilité de s'atteler aux causes profondes du conflit et de mettre un terme au cycle de violence récurrent. Mais on ne les a pas citées, ces causes-là. C'est ce qui est embêtant. Et vous voyez qui est la cause pour vous? Mais pour moi, la cause, elle est multiple. Hein? Premièrement, quand on dit que nous ne devons pas soutenir, nous, les forces négatives qui vont déranger la sécurité des autres pays. Mais nous sommes dérangés par des forces qui sont venues de ces pays dont on parle. Hein? C'est le Rwanda et l'Ouganda. Hein? C'est eux qui amènent des gens qui viennent nous agresser. Parce que quand en 1994, on doit quand même refaire un peu l'histoire. Si nous avons tous ces problèmes-là dans l'Est du pays, c'est quand il y a un déferlement humain de 2 millions avec des matériels, avec des banques, avec tout ça. Et que l'ONU a dit à ce moment-là, le président Kengo est vivant. Il était Premier ministre à l'époque, il avait refusé. Comme d'habitude, on nous a obligés que c'était pour l'intérêt humanitaire. Oui. Ça fait 15 ans que ça dure, qu'ils viennent chercher leurs gens, qu'ils les ramènent dans leur pays. Personne ne le fait. Et maintenant, on dit que nous sommes la cause de la déstabilisation. Non, moi, je ne peux pas adhérer à cette thèse-là. Elle est tout à fait fallacieuse. Nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que quand on dit qu'il y a des forces négatives nationales et extérieures, mais c'est faux. Combien de Congolais se sont soulevés contre leur propre gouvernement? Je n'en connais pas. Ils ont été instrumentalisés par les autres pays qui ont fait qu'ils deviennent des rebelles et qui commencent à revendiquer. Et tout le monde sait, la preuve en est que 2 pays, 2 forces militaires se sont battues dans notre pays, à Kisangani. Parce que chacun voulait avoir le plus gros morceau de matières premières. Donc je crois qu'on devrait travailler sur ça. C'est ça qui constitue les causes fondamentales de la crise que nous vivons. Alors pour cet accord élaboré à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, il dit, je cite encore une phrase, oui. Il est de plus en plus reconnu que la voie actuelle n'est pas viable. Bon. Et on va, partant d'une cessation des hostilités, des actions concrètes sont requises de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le soutien des partenaires, des États de la région et de la communauté internationale, en soutien aux efforts déjà en cours de la CIRGEL et de la communauté pour le développement et de la SADC. Alors, mais c'est du verbalisme verbeux. Mais justement, ils disent rien. La voie actuelle, laquelle? C'est laquelle? Oui, moi j'ai souligné un rouge chez moi. Je veux savoir qu'on nous dise quelle est cette voie. Hein? Il est de plus en plus reconnu par qui, je n'en sais rien, que la voie actuelle n'est pas viable. Laquelle? Et en quoi elle n'est pas viable?
La voie actuelle, on essaye de discuter. Est-ce que ça peut pas être la guerre actuellement? Mais le Congo n'a pas déclaré la guerre contre un pays quelconque. Nous n'avons pas déclaré la guerre, à ma connaissance, je peux me tromper. Il n'y a pas eu de casus belli de notre part. Ce sont les autres pays qui nous agressent. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit que tout ça c'est très dangereux. On a mis ça comme ça parce que bon, je ne sais pas. Notre ministre des Affaires étrangères, vous devez l'interroger pour qu'on nous dise est-ce qu'on avait reçu de la part de l'ONU ou du Conseil de sécurité la première mouture pour qu'ils lisent, qu'ils fassent leurs commentaires pour qu'on arrive à quelque chose de cohérent. Parce qu'ici, on voit, il y a des gens qui ont travaillé dans des bureaux chauffés parce qu'il fait froid maintenant, chauffés, et que peut-être qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient dire. Parce que mais comment on peut affirmer il est de plus en plus reconnu que la voie actuelle n'est pas viable. Quelle est cette voie? Il fallait qu'on nous la dise. On ne nous donne pas cette voie-là. Et pourquoi elle n'est pas viable? Or, quand on voit ce qu'on nous énumère après, c'est encore moins viable que ce qui est auparavant. Alors, Pierre, parce que vous l'avez déjà, vous avez anticipé là. Comme vous avez l'habitude. C'est qu'on énumère là, qui vous froisse un tout petit peu, non, pas un petit peu, qui vous dérange beaucoup. C'est par exemple continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. Pourquoi ça vous dérangerait qu'on puisse nous le rappeler? Mais on n'a pas à rappeler. Ce sont des fonctions régaliennes d'une république. Parce qu'ils disent qu'on ne doit pas toucher à l'intégrité et à la souveraineté nationale. Mais quand on commence à vous dire ce que vous devenez une espèce de protectorat ou bien de vassal, n'est-ce pas? Donc on ne reconnaît même pas à la République démocratique du Congo de pouvoir penser et énoncer ses propres lois. Parce que nous sommes en train de le faire. Moi, je crois qu'ici, quand je dis qu'il y a des pièges, c'est sans prétention. Je crois que j'étais le seul Congolais. Et je cite le nom du journaliste qui m'avait accordé l'interview. Et c'était sur la chaîne nationale. Mikombe. Je lui avais dit ceci. Oui. S'il a encore des éléments, il peut vous le fournir. Je lui avais dit que, étant donné que nous avons accepté la démocratisation de nos institutions, selon les Occidentaux, ça va plus compliquer notre vie politique et de la nation que de résoudre des problèmes. Voilà, nous y sommes. Vous imaginez que nous avons plus de 500 partis politiques. Vous avez déjà entendu parler de ça quelque part? L'autre jour, parce que je suis un peu curieux, j'ai compté le nombre de partis politiques en Italie, il y en avait 12. Pourtant, ils ont 50 millions d'habitants, peut-être un peu plus. Nous avons à peu près la même chose. Nous avons 500 partis politiques. Et à peu près 250 à 300 plateformes. C'est que c'est une société qui est malade. Alors, on veut que nous fassions encore quoi? Que nous ayons 1000 partis politiques? C'est là où moi je ne comprends pas. C'est une rhétorique très dangereuse. Alors si nous continuons, si le gouvernement endosse des choses comme ça, c'est très dangereux pour notre pays. Mais nous savons qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Non, par exemple, j'aimerais déjà, avec la deuxième exigence, consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Je l'ai souligné chez moi en rouge. C'est une minute bizarre. C'est tout à fait bizarre, alors que moi j'attendais qu'on dise ça au gouvernement rwandais et au gouvernement... Arrêtez de soutenir les Burundais et l'Ouganda. Mais on ne dit pas. C'est à nous. Les AF Dalou là, ce sont les Congolais. Ce sont les Ougandais, non? Les Moro là, ils sont Congolais. Pas du tout. Alors pourquoi on demande à nous? Que ces gens-là rentrent. Nous pouvons accepter que, bon, à cause de la faiblesse de notre administration, il y a certaines infiltrations qui se font comme ça, mais nous n'en sommes pas la cause. C'est ça, moi, qui me chatouille et que je dois réagir en tant que patriote conscient et responsable. Quand on dit que... J'ai souligné en rouge, tu vois ici, j'ai souligné en rouge. Quand on dit, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Mais qui est-ce que le Congo a déjà envoyé une force quelconque, qu'elle soit rebelle
aller déstabiliser les autres? Jusqu'à présent, je n'en connais pas. Pas du tout. Ce sont les autres qui envoient. Alors nous qui sommes victimes, On nous en demande encore on nous en demande encore et on plus nous charge. et nous sommes responsables de ce qui arrive. Non, nous ne pouvons pas accepter Et ça. nous avons Alors, accepté. si vous appelez ça des accords valables pour la République, moi je dis non. Mais nous avons signé. Malheureusement, hein, je crois que, bon, je ne sais pas pourquoi on a signé, mais bon, ça pose quand même problème. Peut-être sous la pression. Oui, mais sous la pression, mais moi je pense que notre gouvernement a l'obligation constitutionnelle. Quand lui-même ne peut pas le faire, on demande un référendum. Hein. La Constitution prévoit. C'est parce que c'est nous, le peuple, qui devons décider en dernier ressort. Si on sent qu'il y a des pièges, et ici nous sommes en train de dénombrer des pièges. Ils sont en nombre. Hein. Beaucoup. Tu vas voir quand on va continuer. Mais on n'a pas fini. On est seulement à la deuxième exigence et on a suffisamment de temps pour analyser le reste. Hein, effectuer des projets en ce qui concerne la décentralisation. Oui, des progrès. En ce qui concerne des progrès, pardon. La décentralisation. La décentralisation. Ça, c'est encore quand nous parlons de la balkanisation, c'est ça. Mais le ministre des Affaires étrangères vous rétorque que vous effrayez le peuple. Non, on n'effraie pas le peuple. À longueur de journée, vous effrayez le peuple. Non. Nous sommes des citoyens patriotes et conscients. Parce que dans notre pays, malheureusement, nous n'aimons pas reprendre l'histoire. On veut croire que c'est la première fois qu'on a décentralisé. Mais en 1964, il y avait des gouvernements provinciaux, avec des présidents provinciaux. Oui. Mais si les gens ne le savent pas... Des provincettes, comme on les appelait des provincettes. Ok. Mais pourquoi on est revenu à cela? Mais parce que ces gens-là, quand ils sont arrivés chez eux, chacun chez lui, chacun commençait à se proclamer, se déclarer roi de sa province. Et ça crée beaucoup de problèmes. C'est comme ça que Mobutu après est revenu pour dire non, basta. On est revenu à 6 provinces et après on a commencé à faire le test pour passer à 11. On a dit comme c'est dans le Kivu, il y avait beaucoup de problèmes, essayons de faire 3 provinces pour observer comment ça va réussir. On ne peut pas nous dire, parce que quand on fait ça, l'objectif non déclaré est qu'on puisse démontrer que le peuple congolais est incapable de se diriger, alors nous devons régenter. C'est ça. Donc quand nous disons ça, nous n'effrayons pas le peuple, nous appelons le peuple à la conscience et à la responsabilité. Mais le gouvernement, par la bouche du ministre des Affaires étrangères et du porte-parole Mende, estime que quand on veut réellement lutter contre la balkanisation, c'est à travers cet accord cadre qu'il y a des mécanismes de lutte contre la balkanisation. Tu les as vus, toi? Plutôt que de crier sur tous les toits, il y a risque de balkanisation. Nous avons été piégés. Continuons, nous allons dégrainer pour voir quels sont les pièges. C'est ça, quand vous signez un accord, il faut savoir lire premier degré et deuxième degré. Beaucoup plus deuxième degré. Eux, ils font la lecture au premier degré. C'est normal, ils représentent des institutions, ils doivent défendre leur beurre. Moi, je ne discute pas. Hein? Ils défendent leur chapelle. Mais nous avons obligation, nous, de défendre le pays, de défendre le pays et le peuple. Nous n'effrayons pas le peuple, nous attirons le peuple à la conscience et à la responsabilité. C'est différent. Alors, 4e exigence, promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion. Non, mais tu as dépassé quelque chose. Moi, j'ai souligné quelque chose. On dit promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État. Ça vient après. Ça, c'est la 5e exigence. La 4e, c'est promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. Fournir les services sociaux, Pierre Mbemba, faire tout un accord pour améliorer les services sociaux. Attends, maintenant je vais te dire quelque chose, un autre piège. Quand tu lis ça, tu vois exactement les revendications d'un mouvement dont je n'aime pas citer les noms. Le M23. Oui, c'est le point 2 et le point 3 qui a fait achoper à Kampala. Oui. Mais ça, ce n'est pas un accord cadre sur le plan international qui doit nous dire ça. C'est que nous ne sommes plus une république. Nous redevenons une colonie. Ce n'est pas une république. Ça, c'est le travail du Parlement et du gouvernement. Le gouvernement a un travail normal. Tout le Parlement. Je suis d'accord avec vous, Pierre Mbemba. On ne peut pas nous exiger ça. Alors, si on accepte ça, moi, je dis non. Je dis non. Bon, on continue. Promouvoir la réforme structurelle des institutions d'État, y compris la réforme
des finances. On s'arrête là, Oui. on va continuer après. Ben, moi, je ne sais pas. J'ai lu ça, mais je n'arrive pas à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça. Parce que je ne sais pas. Mais nous sommes en train de faire des réformes. Bon, c'est vrai. On peut dire, par exemple, que sur le plan de la justice, qu'il y a certains corps qui ne sont pas encore installés. Mais il semblerait que le Parlement a déjà fini son travail et qu'il reste maintenant au gouvernement de pouvoir mettre ça en exécution. Mais le travail est déjà fait. Hein, le Cour de cassation, comment on appelle ça, constitutionnel, Conseil d'État. Bon, on doit le mettre. Hein. On n'a pas besoin de nous le dire. En tout cas, pas dans un accord cadre. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas pour, puisque on n'a pas mis la Cour constitutionnelle que les autres. Non. Hein. Mais comment Pierre Mbemba, même à ce stade-là, comment est-ce qu'on peut l'accepter? On ne peut pas l'accepter. Quand nous acceptons, ça veut dire que nous avons renoncé à notre souveraineté. C'est ce que ça veut dire. Hein? Nous ne devons pas avoir peur de mots. C'est ça la réalité. Parce qu'un gouvernement normal ne peut pas accepter ça. Ça veut dire qu'ils ne savent pas travailler, qu'ils ne connaissent pas leur boulot. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'État n'existe pas. N'existe pas. Moi, je crois que nous avons des ministres, nous avons un premier ministre, nous avons un parlement compétent. Donc, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Hein? On ne peut pas dire amen comme ça. Non, on ne peut pas. On peut pas. Alors, quand on parle de réforme des finances, on veut quelle réforme des finances? Que nous fassions quoi? Parce que dans les préambules, là, ils ont dit que voilà, ils ont, avec l'appui des partenaires, un certain nombre de réformes pour préparer le terrain à la reprise économique et à la démocratisation du pays. Mais ces choses-là sont en train de se faire. Et puis moi, je veux qu'on nous dise où se trouve la recette de la démocratisation. Pierre Mbemba, nous, dans ce pays, nous avons connu 2 élections pluralistes. Oui. Il y a eu des failles. Tout le monde en convient. Mais on a eu un cycle électoral avec toutes les difficultés. Au Rwanda et l'Ouganda, on a des scores staniliens. D'ailleurs, on a même qui veut encore s'accorder un 3e septennat. Mais là, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'accord cadre. Oui, et on prend des candidats aux élections, on les met en prison. Et pendant la période électorale. En plus, une femme. Personne ne dit mot. Non, nous devons faire très attention. Et c'est là où nous disons... C'est 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Et même un peu trop sévère envers la RDC. Ah oui. Continuons l'analyse de notre pays. Alors, nous prenons la 6e et dernière exigence, promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Bon, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi il s'agit, mais je pense qu'aujourd'hui, dans tous les pays africains de l'Afrique centrale, nous sommes le seul pays où nous pouvons tenir comme ça des discours, un débat où on est critique, sans être arrêté. Et on sortira d'ici, on reviendra ici. Oui, mais c'est ça la tolérance. Mais la tolérance dont on parle ici, il s'agit d'intégrer les éléments de M23. Parce que d'ailleurs, vous avez entendu, je l'avais dit ici, qu'on voulait accorder l'amnistie sélective. Hein? Nous avons dit non, hein? Parce que ça, c'est encore un autre piège de la balkanisation. Okay? Donc, un jour, on va se retrouver au Parlement hein, avec plus de 50, 60, 80 députés de là-bas. Et puis ils vont dire, non, nous voulons les Minengo là-bas, nous allons faire un territoire à part entière, et puis après, autonomie, et puis on est parti, mais nous ne sommes pas. Parce que tout ça, ça nous fait penser à ce qui s'est passé à Kosovo, ça continue. Pendant que les forces internationales étaient là, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à soutenir parce qu'ils veulent affaiblir. Mais Pierre Mbemba, parce que vous évoquez le Kosovo, on va revenir sur l'exigence, mais j'ouvre une grosse parenthèse. Le ministre des Affaires étrangères, encore lui, a dit que ce n'était pas faisable matériellement pour la République démocratique du Congo. Et cet accord ne prête pas, il ne voit pas
où l'on veut yougoslaviser, permettez-moi ce néologisme. J'espère qu'il va nous suivre, il verra. Nous sommes en train de décortiquer les textes qu'il a en main pour essayer de découvrir les failles. Lui, il est resté au niveau de la lecture au premier niveau. Degré. Nous sommes au deuxième degré, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est caché derrière l'iceberg, la face invisible. C'est ça qui nous intéresse, parce que sinon, on risque de périr. Voilà. Alors, les exigences de réconciliation, on va se réconcilier avec qui? Avec qui? Je n'en sais rien. C'est eux qui doivent nous le dire. Tout ça encore une fois, parce qu'il faut qu'on fasse une place de roi aux gens du M23. Mais on ne veut pas le dire, on emploie des termes de circonvolution pour raconter des choses qui n'existent pas. Hein? Alors qu'on leur a donné tout ce qu'ils ont demandé. Et maintenant, après évaluation, réévaluation, le premier point, ils se sont tous mis d'accord. Hein? Mais eux, ils n'avaient pas respecté les termes du contrat. On n'a pas félicité le gouvernement congolais. Okay? Et maintenant, on nous demande, mais ça, on doit demander ça au Rwanda et à l'Ouganda. Pourquoi je dis ça? Parce que, mon frère, si on ne règle pas le problème rwandais et ougandais, comme on l'a fait chez nous, il y a des risques qu'il y ait encore génocide. Parce que vous avez au Rwanda et à l'Ouganda, parce que tu as un gouvernement minoritaire qui dirige de main de fer la majorité, il est tout à fait normal que la marmite va un jour... la marmite va péter, et à ce moment-là, on aura ça. Et qui va encore souffrir? Ça c'est la République démocratique du Congo, parce que nous sommes les déversoirs. Les déchets. Les déchets. Donc nous devons faire très attention. Donc si on aurait dû imposer les mêmes choses au Rwanda, à l'Ouganda et accessoirement au Burundi. Alors, Pierre Mbemba, on reste sur cette sixième exigence. On a abordé la tolérance, mais on reproche quand même aux Congolais de ne pas trop accepter les compatriotes d'expression rwandophone. Mais c'est faux, mais je l'ai déjà dit ici, ça c'est la faiblesse de notre gouvernement. On n'explique pas assez. Mais les cas échéants, fournissez les chiffres. Le Congolais n'a jamais été xénophobe. Nous avons ici des gens qui travaillent, qui sont Tutsis, qui sont dans la rue, n'ont jamais été agressés par qui que ce soit. Je ne les ai jamais vus sortir avec des gardes-corps. Ils travaillent chez nous, mais vous avez quelques extrémistes de la clique à Kagame qui veulent prendre notre pays. Il est tout à fait normal que nous puissions défendre notre pays. C'est notre droit. C'est notre droit et c'est notre devoir. On ne peut pas nous faire des reproches pour ça. Alors on ne doit pas confondre les choses. Pourquoi aux États-Unis, ils empêchent qu'il y ait beaucoup de Mexicains qui rentrent là-bas? Parce que ça peut constituer un déséquilibre pour la République. Et pourquoi nous, on veut nous imposer? Il y a beaucoup de Tutsis qui travaillent ici. Parce que si vous ne le savez pas, en 1994, dès que le FPR a pris le pouvoir, des Tutsis qui étaient ici, qui travaillaient, à l'époque, qui se disaient Congolais, sont tous partis. Ils ont occupé des postes. Ils ont occupé des postes. Et quand les Rwandais sont venus ici en 1996, on les a vus. Moi, je connaissais beaucoup d'entre eux. On les a trouvés, je les ai trouvés au Grand Hôtel. J'ai dit, mais comment? Tu n'as quoi à Koutoumika? Venons travailler. Non, on doit faire très attention. Il faut savoir répondre du tic au tac quand le besoin se fait sentir. Nous ne devons pas prêter de francs que nous, Congolais, nous sommes xénophobes, nous, Congolais, ou même notre gouvernement. Mais dans le gouvernement, il y a beaucoup de Tutsis qui travaillent là-bas, dans notre armée, dans le service de sécurité, dans tous les services, dans l'armée, dans la police, partout, même au Parlement. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a attaqué quelqu'un au Parlement parce qu'il est Tutsi? Non. Donc nous devons parler clairement et nettement pour élaguer de revers de la main cet argument qui ne tient pas debout. Mais parce qu'on veut nous imposer le plan de quelqu'un qui est leur négrier d'état moderne. Kagame, Kabuta. Ils veulent le protéger. Alors il faut mettre des notions qui n'ont pas de raison d'être. Voilà. Pierre Mbemba, on va continuer l'analyse de cet accord en ce qui concerne les États de la région lors de notre prochaine émission. On n'a même pas abordé l'actualité en rapport avec la destitution de Runiga. Vous n'aimez pas trop parler du F23. Mais on va revenir dans l'analyse mercredi prochain. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie.
mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini tolembi ye basilisi nzete